premiers symptômes, des coûts directs et indirects de plus de 163 milliards d'euros qui pèsent sur la productivité du travail. Et tout ça, pourquoi? D'abord, on va dire l'étage de base, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, faire du sport, c'est pas toujours connu et pratiqué. L'étage 2, qui sont les premiers recours, nos médecins généralistes parfois démunis et qui ont besoin d'appui sur le diagnostic de ces pathologies, en lien bien sûr avec le secteur. Je crois que c'est la clé d'essayer de consolider la formation de nos professionnels, s'appuyer aussi sur les psychologues ou les infirmiers de pratique avancée. Voilà, donc Monsieur le Ministre, comment cibler mieux ces populations à risque? Je pense notamment aux enfants de l'ASE et plus globalement, si vous pouviez nous dégager les grands axes du gouvernement sur le sujet de la prévention santé mentale. Je vous en remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Benoît Mornay. En 2 minutes, ça va être compliqué, non pas que j'ai pas d'idée, mais le temps est court sur un sujet qui est vaste, majeur, essentiel. On ne va pas se mentir, on va se parler directement. La santé mentale, ça a été un angle mort des politiques de santé pendant de trop longues années, qui ont fait qu'effectivement, on a aujourd'hui pris du retard. Et sans doute que la crise sanitaire est venue aggraver une situation qui était déjà préoccupante, mais qui l'est encore plus aujourd'hui. Donc la mobilisation, elle doit être forte. J'attends du CNR Santé Mentale du début du mois de mai la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'on mette en place un certain nombre de mesures qui ont déjà été évoquées lors de travaux préparatoires par les professionnels, par l'ensemble des acteurs d'un système où là encore, tout ne repose pas uniquement sur les professionnels de santé. Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer, évidemment les institutions et les administrations de l'État bien sûr. Bref, c'est la mobilisation de l'ensemble de ceux qui ont à dire sur la prise en charge de la santé mentale de nos concitoyens et principalement des jeunes. Donc c'est à l'occasion de ce CNR santé mentale, à l'occasion des assises de la pédiatrie qui ont lieu dans quelques semaines, que nous allons pouvoir déployer des mesures. C'est dans la confiance aux acteurs, c'est dans la possibilité de libérer effectivement les initiatives. Je parlais des initiatives territoriales et de l'accompagnement aux initiatives portées par les acteurs des territoires. Il y a sans doute aussi, dans cette perspective de délégation de tâches, reconnaître le rôle d'autres acteurs du soin aux côtés des médecins, à faire monter peut-être des professionnels qui viendront là aussi améliorer la prise en charge et aussi en matière de santé mentale de nos concitoyens. Donc rendez-vous au CNR santé mentale du mois de mai. Le mois de mai, c'est demain. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Lionel Vuibert. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La construction d'une politique globale de prévention en santé doit impérativement tenir compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et des personnes âgées qui utilisent un fauteuil roulant. Ces individus sont souvent confrontés à des difficultés particulières liées à leur mobilité réduite et à leurs conditions de vie spécifiques. Ainsi, une approche inclusive de la prévention doit garantir l'accessibilité des services de santé et des programmes de prévention à ces populations en prenant en compte leurs besoins en termes d'aménagement physique, de communication et de prise en charge médicale adaptée. Aussi, je souhaite attirer votre attention sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du secteur ainsi que les personnes en situation de handicap à l'heure de la réforme de la prise en charge des fauteuils roulants. Un certain nombre d'acteurs est convaincu de la nécessité d'une telle évolution pour répondre efficacement aux besoins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d'autonomie, tout en intégrant les avancées technologiques qui pourraient améliorer leur qualité de vie. Cependant, les discussions en cours avec la direction de la sécurité sociale semblent ne pas aboutir, alors que le président de la République a annoncé en avril 2023, en clôture de la conférence nationale du handicap, que les fauteuils roulants et manuels seraient intégralement remboursés en 2024. Il apparaît que plusieurs préoccupations persistent sur la possible cessation de la location de fauteuils roulants pour les personnes âgées dépendantes, sur les tarifs jugés insuffisants pour une location de 6 mois et la perspective d'une nouvelle classification susceptible de mettre fin aux locations traditionnelles. De plus, les professionnels craignent que le délai imparti pour la mise en œuvre d'une réforme efficace ne soit trop court. Enfin, la viabilité du modèle économique de certains fabricants et distributeurs est également en jeu. Aussi, je souhaiterais connaître l'état d'avancement des discussions en cours, les attendus, ainsi que le calendrier de mise en œuvre, à même de satisfaire l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le député Vuibert, quelques chiffres d'abord pour resituer le débat. En 2022, l'assurance maladie obligatoire a consacré 300 millions d'euros au remboursement des fauteuils roulants. Si on ajoute un certain nombre d'autres prestations, le reste à charge des patients, ainsi que le reste à charge des patients, mais aussi le financement par les organismes complémentaires, c'est près de 400 millions d'euros qui ont été consacrés à l'acquisition des fauteuils roulants. Le gouvernement a engagé depuis longtemps un travail de révision de la nomenclature des fauteuils roulants inscrits dans la liste des produits et des prestations prises en charge par l'assurance maladie. Et vous l'avez rappelé, le président de la République a pris un engagement fort que avant la fin de l'année 2024, eh bien, le financement complet, total, sera porté par l'assurance maladie. Cet objectif sera tenu et donne lieu effectivement à des discussions qui sont en cours entre Fadila Khattabi, l'assurance maladie d'abord, Fadila Khattabi pour le gouvernement, mais aussi les associations de personnes handicapées qui sont étroitement associées à ces discussions. Alors elles n'aboutissent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Nous sommes au mois de mars, elles ont débuté il y a quelques semaines, mais l'engagement d'un financement posé, calé, organisé de manière effectivement transparente d'ici la fin de l'année sera tenu. Nous avons encore quelques semaines, pour pas dire quelques mois, pour faire aboutir une discussion qui n'est pas simple parce qu'elle représente des montants importants et elle représente effectivement une promesse qu'il faut satisfaire et qui est importante pour les personnes concernées. Donc nous prenons le temps, mais la promesse sera tenue. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Edwige Diaz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, gouverner c'est prévoir et soigner c'est prévenir. Si la politique de prévention en santé passe évidemment par de la sensibilisation en ce qui concerne notamment l'alimentation, le sommeil et l'activité physique, elle passe aussi par nos capacités à détecter suffisamment en amont les soucis de santé. Dans ma circonscription, les constats sont alarmants. La Haute-Gironde présente des taux de surmortalité supérieurs à la moyenne nationale. Mais ce n'est pas tout. Les taux de décès évitables par des actions de prévention ou de traitement sont aussi supérieurs à la moyenne nationale. Et tout aussi inquiétant, le taux de participation au dépistage des différents types de cancers y est au contraire inférieur à la moyenne. Par exemple, le contrat local de santé de la Haute-Gironde estime que près d'une femme sur deux, âgée entre 20 et 24 ans, n'a pas eu accès à un gynécologue durant les 2 dernières années, malgré la nécessité d'un examen annuel. Et comment dépister et prévenir les maladies lorsque le nombre de médecins généralistes diminue et que l'équipement médical fait défaut ? Ainsi, le nombre de généralistes en Haute-Gironde est en baisse depuis 2017 et la densité de quasiment tous les autres professionnels de santé est inférieure à la moyenne nationale. De plus, d'importantes zones médicales sur ce territoire connaissent des difficultés d'imagerie médicale, comme l'illustre la récente fermeture du centre radiologique de Blaye, qui contribue une fois de plus à éloigner les malades des structures de santé, alors qu'un quart des Français a déjà renoncé à des soins à cause de l'éloignement géographique. Monsieur le ministre, que comptez-vous proposer pour les Français qui, comme dans ma circonscription, subissent de plein fouet la désertification médicale qui les empêche à la fois de se soigner, mais également de pouvoir dépister les maladies à temps pour une prise en charge adaptée. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, 2 éléments de réponse. La première, c'est que le bilan prévention que j'ai évoqué aux 4 âges clés de la vie permettra, je l'ai dit, aux Français d'avoir dorénavant un rendez-vous à quatre moments de leur vie avec un médecin pour justement parler de prévention en faisant un état précis des modes de vie, des besoins, des pathologies portées par les uns et les autres, etc. Donc un bilan personnalisé, adapté à chacun, et ça c'est mis en place par le gouvernement. Ça va effectivement être rendu public dans ses modalités dans les prochaines semaines, mis en œuvre dès cette année, et les Français concernés vont recevoir un courrier dans les prochains mois pour les premiers aller à ces rendez-vous de bilan de prévention. La deuxième chose, c'est par rapport à la prise en charge et au déploiement d'actions de prévention dans les territoires. Je l'ai dit à l'instant, dorénavant, les actions de prévention, effectivement, vont prendre en compte ce qui sont les caractéristiques ou les données de santé, les besoins de santé des habitants de chaque territoire, puisqu'effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes dans la Haute-Gironde que dans le sud Alsace ou dans le Nord-Bretagne ou que sais-je encore. Et donc,
en territorialisant l'offre de soins, les programmes de prévention, mais on pourrait parler de la permanence des soins, on pourrait parler d'un certain nombre, je veux dire, de politiques d'intérêt général. En la territorialisation, eh bien, on fait confiance dans la capacité des acteurs, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau d'intervention. Et quand je dis les acteurs, c'est pas simplement les soignants, c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi le monde associatif, c'est aussi les associations de patients, c'est aussi les administrations de l'État déconcentrées, eh bien, de pouvoir affiner des programmes de prise en charge qui soient adaptés aux besoins des habitants d'une part, je le disais, mais aussi à l'état des forces sur le plan médical de chacun des territoires. Et donc c'est en s'alliant, en décloisonnant, eh bien, que pourront émerger des programmes de prévention adaptés aux besoins de chacun. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Joëlle Mélin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la prévention est désormais partie intégrante de votre titre de ministre de la Santé et de la Prévention, et c'est justice, car la prévention est fondamentale de la part de tous. Les Français, chez qui elle doit devenir un réflexe dès le plus jeune âge, en particulier grâce à la médecine scolaire, puis adulte, grâce à la médecine du travail, puis pour les retraités, lorsqu'ils peuvent consulter le plus souvent possible, quand cela est possible. C'est aussi l'affaire des soignants et des pouvoirs publics nationaux. Là, le travail restant à faire est énorme, tel que l'a révélé le rapport de la Cour des comptes de 2021, montrant notre redoutable retard par rapport à d'autres pays européens. Or, le Covid a révélé les prérogatives de santé publique de l'Union européenne. À Bruxelles, les dossiers santé et prévention ont fleuri, dont celui en particulier d'une seule santé, le triptyque réglementaire du renforcement du rôle de l'EMA et de l'ECDC, ainsi que les risques transfrontières dans les pathologies transmissibles, tous arguant de prévention. Si la coopération internationale intra-européenne est une évidence en matière de santé publique, la tentation est forte aux yeux de certains de faire de la prévention un cheval de Troie d'une atteinte à notre souveraineté sanitaire. Certains ont clairement demandé la réforme, voire la suppression, de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui scelle la subsidiarité des États membres en matière de santé et de santé publique. Alors, Monsieur le Ministre, comment envisagez-vous le positionnement de la France sur le respect de l'article 168 du TFUE et de notre libre arbitre national en matière de santé publique et de prévention? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'Europe, ni en matière de santé, ni dans tant d'autres domaines, mais là, restons sur le sujet de la santé. Il ne faut pas avoir peur de l'Europe, ne serait-ce que, souvenons-nous, on était bien contents de trouver l'Europe lors de la crise sanitaire pour nous aider et nous accompagner dans les stratégies vaccinales, effectivement, voire au moment où nous cherchions des masques et des financements pour les fournir à la population. Et donc, de ce point de vue-là, l'Europe a joué aussi un rôle. Pour autant, la santé, vous le savez, c'est une compétence nationale. Et donc, les décisions, les réflexions, les programmes qui sont portés au niveau européen viennent en appui des stratégies et des politiques nationales, mais elles ne viennent pas se substituer aux stratégies nationales et aux ambitions nationales. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de mélange des genres à avoir. Chacun est dans son rôle et, je le redis, la santé est une politique nationale qui n'est pas du tout une politique confiée au niveau européen. Voilà simplement quelques éléments de réponse. Merci Monsieur le Ministre. Pour le groupe La France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Monsieur Éric Davy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace, il faut 3 choses. 1. Une vision claire des enjeux et des risques sanitaires. 2. Une surveillance et une recherche de qualité pour établir des diagnostics fiables. Et 3. Des moyens. Alors commençons par les enjeux. J'en retiendrai 5. Un vieillissement de la population avec l'accroissement de pathologies liées au grand âge, Alzheimer, Parkinson, et avec des difficultés spécifiques de prise en charge des personnes âgées. Une épidémie d'obésité avec une prévalence plus élevée des maladies cardiovasculaires, des addictions mortelles au tabac et à l'alcool, des pollutions de l'air, de l'eau et du sol qui sont à la fois mauvaises pour la santé des travailleurs et des habitants. Et enfin, des maladies émergentes causées par le réchauffement climatique. Alors pour répondre à ces enjeux, il nous faut d'abord une surveillance sanitaire sur tout le territoire et des moyens pour la recherche. Or, la France est largement à la traîne sur au moins 2 sujets, Monsieur le Ministre. La santé environnementale et la santé au travail. Comment expliquer que nous ne disposons
Toujours pas d'études claires sur les effets de la pollution de l'étang de Berre sur la santé des riverains et la santé des salariés. Enfin, il faut des moyens. Des moyens pour une grande campagne d'information sur les ravages de l'alcool, du tabac et des autres drogues. Des moyens et un peu de courage politique pour rendre obligatoire le Nutri-Score. Des moyens pour renforcer le planning familial et lancer un grand plan national de dépistage et de traitement du VIH. Des moyens pour recruter des médecins du travail et redonner au CHSCT toutes leurs prérogatives. Des moyens, enfin, pour la médecine scolaire et les PMI. Mais, Monsieur le Ministre, comment allez-vous faire pour dégager ces moyens avec l'économie de 20 millions sur la prévention qui a été décidée par Bercy? Enfin, la meilleure prévention reste une médecine générale de qualité, accessible à toutes et tous, pour détecter en amont les risques et les pathologies. Or, nous en sommes loin. Près de 6 millions de nos concitoyens de plus de 18 ans n'ont plus de médecins traitants. Nous devons rapidement, comme à Marseille, construire des maisons publiques de santé rattachées aux hôpitaux de proximité ou au CHU, avec des objectifs clairs de santé sur le territoire. Est-ce que vous comptez rapidement généraliser cette initiative? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. À vous entendre, j'ai l'impression que l'État ne fait rien et regarde passivement les choses se dégrader, alors même que depuis tout à l'heure, on parle d'un certain nombre de programmes qui ont été initiés et qui permettent effectivement aujourd'hui d'avoir, non pas de manière optimale, et je ne regarde pas les choses de manière béate, mais quand même malgré tout une amélioration de la prise en charge, meilleur taux de dépistage sur un certain nombre de pathologies et un meilleur accompagnement des populations, quand bien même, je le redis, parfois la situation est difficile. On a parlé de la santé mentale et j'étais premier à reconnaître qu'en matière de santé mentale, beaucoup reste à faire. Pour autant, qu'on parle de VIH, qu'on parle d'un certain nombre de maladies que vous avez évoquées, la prise en charge, la couverture, le dépistage aujourd'hui en France est quand même beaucoup plus avéré. Les moyens qui sont donnés à la prévention, je l'ai dit, ils viennent de multiples fonds et financements. 15 milliards estimés, là encore, on peut toujours faire plus, il faut faire plus, il faut progressivement aller plus loin. 15 milliards estimés au niveau français à travers des programmes de prévention institutionnelle, mais aussi à travers effectivement la participation d'un certain nombre d'organismes. On a parlé des complémentaires, les ménages eux-mêmes participent aussi au financement de leur prévention. En matière d'État, je veux rappeler que deux fonds existent, le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire qui est géré par la CNAM et qui finance notamment des plans de santé publique, des plans de prévention et le budget s'élève à 480 millions d'euros. Et puis le deuxième fonds, c'est le fonds de lutte contre les addictions d'un budget de 130 millions d'euros. On peut parler aussi des fonds qui sont consacrés à travers les fonds d'intervention régionaux gérés par les ARS ou l'Agence nationale de santé publique qui consacre une énorme partie de son budget là aussi à des programmes de prévention. La prévention, elle ne s'isole pas simplement effectivement dans une case budgétaire de l'État. Elle intervient à travers de nombreux dispositifs dans le budget de l'État, mais aussi dans le budget de l'assurance maladie et je le redis, dans un certain nombre d'autres budgets. Donc là-dessus, l'effort continuera à accompagner effectivement cette priorité de la prévention. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Damien Maudet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, là on va mettre le paquet sur la prévention. Voici ce qu'Emmanuel Macron nous a dit lors d'un discours à Toulouse en décembre dernier. Et il ajoute « C'est au cœur de nos priorités en santé. Le paquet. La priorité, on va voir ce qu'on va voir. 7 ans que le président est en responsabilité, 7 ans que chaque ministre de la Santé et de la Prévention nous arrose de « vous allez voir ce que vous allez voir sur la prévention ». Pourtant, 7 ans que la santé des Français se dégrade, 7 ans que les maladies chroniques sont en hausse et les prochaines années ne semblent pas plus roses. Les infirmières libérales qui voient des patients chaque jour ont un rôle essentiel dans la prévention. Et bien cette semaine, elles sont en grève. Elles demandent du respect et des moyens pour faire correctement leur mission. Sarah, moins de 30 ans, infirmière libérale à Limoges. Ma génération et les suivantes, on aime notre métier, mais nous ne sommes pas d'accord pour travailler autant et sans être reconnus. Comme Sarah, Anne ou Sophie, les infirmières libérales traversent le pays, des routes de Dombes jusqu'aux rues pavées de Paris. Elles prennent soin de nos sœurs, de nos papis. Elles mettent les bas de contention, mesurent le diabète, font prendre les médicaments, que ce soit les dimanches, les jours fériés ou les lundis. Les infirmières libérales sont essentielles. Pas de soins à domicile, pas de politique de prévention sans elles. Comme Sarah, elles sont des milliers à en avoir ras-le-bol et elles ne se sentent pas reconnues. Et je crois que dans le fond, elles ont raison. Déjà, le revenu. Depuis 2009, les actes infirmiers n'ont pas été revalorisés. Depuis 15 ans, 25% de pouvoir d'achat perdu. Aussi, les frais kilométriques sont bien trop faibles face aux hausses de carburant. Ensuite, la pénibilité.
Par jour, elles font entre 100 à 200 km, 20 à 40 patients, 100 à 500 marches d'escalier à monter. Une fois arrivés, nos parents à lever et toujours plus de missions à réaliser. Elles sont 90% à dire que les conditions de travail se dégradent et pire, leur espérance de vie est inférieure à la moyenne française. Résultat, plus de la moitié des infirmières libérales envisagent de changer de métier. Ce serait un drame absolu. Il n'y a pas de système de soins. Il ne peut pas y avoir de politique de prévention sans les infirmières libérales. Monsieur le ministre, il est temps d'agir pour que les infirmières libérales, comme Sarah et les autres que j'ai citées, soient payées au juste prix de leurs efforts. Que proposez-vous pour cela? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, beaucoup de choses dans votre interpellation. La priorité à la prévention du président Macron, je crois qu'on y est. Enfin, pardon, mais on y est. Alors évidemment, on ne change pas la situation du jour au lendemain. On ne change pas la situation en quelques années. Mais la création, je le disais, des bilans de prévention. Ce rendez-vous qu'on propose à 20 millions de Français concernés par ce rendez-vous aux quatre âges primordial de la vie. C'est bien de mettre un rendez-vous de prévention où, indépendamment de la maladie qu'on ne porte pas tout de suite, on va voir un médecin pour faire un point sur finalement sa santé au sens le plus large possible. Alors, qui l'a mis en œuvre si ce n'est ce gouvernement? Vous pourriez vous en féliciter. Sur les infirmières libérales, là aussi, les infirmières libérales, j'ai déjà répondu à la question, elles sont essentielles. Que ce soit à l'hôpital ou en ville, elles sont essentielles à notre système de soins. Et c'est bien parce qu'elles sont essentielles que le gouvernement souhaite effectivement revaloriser leur rôle, leur place, leur statut. Et des propositions très concrètes vont être faites dans les prochains jours pour, à partir de ce que j'ai entendu des syndicats qui portent la parole des infirmières libérales, eh bien, de ce que j'ai entendu et de ce qui est porté par ces organisations. Déjà, une première sujet de satisfaction les concernant, c'est qu'on a lancé, j'ai lancé une mission sur justement la pénibilité des métiers. Pourquoi une mission? C'est pas une mission de plus, c'est pour avoir une photographie, effectivement une photographie à l'instant T de ce que ça veut dire que la pénibilité lorsqu'on est infirmière libérale et pouvoir la mesurer, de pouvoir après en déclencher un certain nombre effectivement d'autres décisions pour permettre de mieux la prendre en compte et mieux l'accompagner. Et de ce point de vue-là, on aura tous, et la représentation nationale aussi, des éléments qui seront objectifs, qui permettront de rentrer plus spécifiquement dans ce débat. Donc on entend les infirmières libérales, on prend en compte effectivement ce rôle important qui est le leur et on va vers une reconnaissance qui, je l'espère, sera soutenue aussi sur vos bancs parce qu'on en a besoin. L'avenir de notre système de santé passe aussi par la montée en reconnaissance, la montée en responsabilité de nombreux professionnels de santé qui interviennent auprès des médecins et qui ont un rôle demain encore plus majeur à jouer. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à madame Valérie Bazin-Malgras et je suis sûre que monsieur Minot va être très attentif. J'en suis certaine, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le Ministre, nous sommes tous d'accord sur le constat que la prévention en santé est indispensable pour protéger les Français, mais aussi pour faire des économies et préserver notre système de santé. Aux questions, quelle priorité et quel financement, je souhaite vous répondre que nous possédons un levier puissant, efficace et financé pour prévenir et dépister des maladies, mais également pour accompagner une grande partie des Français, c'est la médecine du travail. Elle a raison. C'est un passage obligé pour tous les actifs et le rôle du médecin du travail est primordial. Il surveille l'état de santé des travailleurs en fonction de leur âge et des risques concernant la pénibilité. Il prévient aussi des risques liés aux addictions et conseille sur les campagnes de vaccination et de dépistage. Mais voilà, recruter un médecin du travail est devenu un exploit. D'abord, il y a la crise démographique et à cela s'ajoute l'emprise administrative et normative de nos chers ARS. Je vais prendre un exemple simple qui s'est passé dans mon département la semaine dernière. Dans l'Aube. Exactement, dans mon département de l'Aube. L'organisme en charge de la médecine du travail a, par miracle, trouvé un médecin qui souhaite intégrer le service de prévention de santé au travail interentreprise. À l'heure de signer cette promesse d'embauche, malheureusement, il n'y a pas de place en procédure d'autorisation d'exercice pour l'Aube. On n'a pas donc pu recruter ce médecin. On marche sur la tête. Alors, à l'heure où vous souhaitez faire des économies, cet exemple est révélateur. Il faudrait déverrouiller et simplifier notre système et faire confiance aux acteurs de terrain plutôt qu'à l'ARS. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour accompagner la médecine du travail, qui est un acteur essentiel de la prévention en santé? Je vous remercie. Très bonne question. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez raison, je l'ai déjà dit, la médecine du travail aujourd'hui souffre du manque d'attractivité de la médecine du travail, peut-être aussi du manque de reconnaissance où finalement la médecine du travail, lorsqu'on faisait les études de médecine, peut-être n'a pas été valorisée comme l'ont pu être valorisées d'autres spécialités et donc peut finalement attirer assez peu de jeunes. C'est aussi un problème de rôle et de place de la médecine du travail dans les relations sociales et donc une meilleure reconnaissance effectivement de la responsabilité et du rôle de ces médecins dans les organisations du travail. Sur les problématiques d'emprise de l'emprise administrative de l'ARS, pour reprendre votre expression, je suis totalement d'accord avec vous sur la volonté de simplifier et la nécessité de déverrouiller. Il faut effectivement qu'on arrive à lever un certain nombre d'obstacles, de verrous, parfois réglementaires, qui se sont empilés et qui parfois mènent à l'incohérence. Je ne sais pas si dans la situation particulière on était dans ce cas-là, je ne connais pas ce dossier précis, mais néanmoins c'est vrai qu'en quelques semaines dans ce ministère, j'ai déjà pu percevoir qu'effectivement il y a parfois des incohérences bureaucratiques, de règles qui s'empilent et qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres. Une des missions qui va être les miennes, ça va être effectivement d'aller vers cette simplification, vers ce décloisonnement qui doit permettre effectivement, je le disais tout à l'heure en répondant à un de vos collègues, doit permettre de faire confiance aux acteurs du territoire, de faire émerger dans les territoires des projets qui correspondent bien à l'état des forces de chaque territoire, mais aussi aux besoins de la population. Pour ça, on a besoin de l'engagement de tous et on a besoin que l'ARS soit pas là en position de censeur, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, mais soit là en position, j'allais dire, d'ingénierie pour permettre effectivement aux acteurs de terrain de bâtir, de construire juridiquement, financièrement les projets que eux ensemble ils souhaitent porter. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'abandon de la médecine de ville et les carences du système hospitalier ne sont plus à démontrer. Les déserts médicaux ne cessent de progresser et pas seulement dans les zones rurales. Outre les 60-70 heures de travail par semaine de nos médecins généralistes, un sondage de l'Observatoire de l'Ordre des médecins publié en février 2024 révèle que 75,9% des médecins libéraux en Occitanie déclarent avoir été victimes de violences au cours des 3 dernières années. Vous conviendrez avec moi que pour rendre le métier attirant, on peut mieux faire. Dans une étude qui traite de la démographie médicale, l'UFC Que Choisir déplore une situation catastrophique. Plus d'un enfant sur 2 vit dans un environnement déserté par les pédiatres, 59,3% des Français ne trouvent pas d'ophtalmo et 11 départements se retrouvent sans gynécologue. Dans 20% des communes les plus défavorisées, il faut attendre en moyenne 25 jours pour qu'un généraliste puisse visiter un patient et 6 mois pour pouvoir effectuer une mammographie de contrôle. 6 mois, c'est long. Et parfois trop tard. À Béziers, 86% des médecins généralistes ont plus de 60 ans et approchent donc de la retraite. Malheureusement, nous formons toujours le même nombre de médecins qu'en 1970, alors que notre population compte 15 millions de Français en plus. Une population vieillissante et une augmentation du nombre de maladies chroniques, autant dire que le compte n'y est pas. La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, a publié en mai de l'année dernière une étude qui révèle que plus de 80% des médecins généralistes libéraux jugent aujourd'hui insuffisante l'offre de médecine générale dans leur zone d'exercice et 65% d'entre eux ont déclaré avoir refusé de nouveaux patients en 2022. Ils étaient 53% en 2019. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour supprimer le numerus apertus ? Qu'attendez-vous pour ouvrir les portes de nos universités aux étudiants en médecine et leur donner les moyens d'étudier en France ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Emmanuelle Ménard. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a plus d'étudiants en médecine. Si on regarde les chiffres de la 2e année qu'il y a qu'en 2019, plus 20% d'étudiants en plus. Et donc c'était le début, on réamorce effectivement un mouvement qui va nous permettre de former beaucoup plus d'étudiants progressivement. On ne peut pas du jour au lendemain doubler le nombre d'étudiants dans les filières d'enseignement. Ça n'est pas possible pour tout un tas de raisons que vous comprenez. Il faut des terrains de stage, il faut des professeurs en face des élèves, il faut des conditions d'accueil et d'études qui soient satisfaisantes. Et on crierait effectivement à l'hérésie si tout d'un coup on doublait la fréquentation des
amphis et on constatait qu'on n'a pas assez réfléchi au terrain de stage pour accueillir les jeunes. Donc il faut le faire progressivement et aujourd'hui on forme beaucoup plus de médecins qu'on le formait il y a 2 ans. Sur effectivement permettre aux soignants, puisque c'est un peu le sens de votre question, de se concentrer sur finalement ce pourquoi ils ont été formés, le temps médical, la prise en charge des Français au détriment des tâches administratives. Je veux rappeler d'abord la montée en reconnaissance d'un certain nombre de professionnels. Ici, on parlait des infirmières tout à l'heure, mais qui a créé le statut d'infirmière en pratique avancée, qui doit permettre de prescrire, qui doit permettre de prendre en charge directement aux côtés des médecins. C'est bien cette majorité et on va vers effectivement une place plus grande pour ces infirmières en pratique avancée. On pourrait parler aussi des assistants médicaux. 6 000 assistants médicaux ont été financés et mis à disposition aujourd'hui dans des cabinets de ville pour permettre aux médecins de se décharger des temps administratifs, des temps de rendez-vous, des comptes rendus, des informations à transmettre à l'assurance maladie, d'un certain nombre de tâches administratives qui existent et dont ils se plaignent et dont ils disent que ça prend 20% de leur temps. Et bien, ces assistants médicaux vont continuer à être financés. L'objectif, c'est 10 000 assistants médicaux d'ici la fin de l'année. Je disais, on en est à 6 000. C'est bien un effort que fait là aussi la nation à travers l'assurance maladie pour permettre aux soignants, aux médecins en l'occurrence, de se concentrer sur la prise en charge. Après, effectivement, le système de santé va évoluer progressivement parce que, je le redis, vu les difficultés et les dysfonctionnements, ça n'est pas du jour au lendemain qu'on peut arranger la situation. Mais c'est une mobilisation de long terme. Merci, Monsieur le Ministre. Le débat est clos et je suspends la séance pour 5 minutes.
La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les questions sur le thème « Conséquences pour la France de la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités ». Non, commencez pas. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de réplique. Pour le groupe Rassemblement national, Monsieur Kevin Pfeffer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, si le groupe du Rassemblement national a demandé l'inscription à l'ordre du jour de cette séance de questions, c'est pour exprimer à nouveau notre très vive inquiétude et notre très forte désapprobation suite au vote au Parlement européen le 22 novembre dernier d'une résolution proposant la révision des traités. Pas une révision pour tendre vers une Europe des nations, pourtant désirée par plus de 70% des Français. Non, une révision des traités en forme de coup d'État fédéraliste. Coup d'État soutenu par tous les députés européens macronistes et qui vise à faire de l'Union européenne un super-État avec Bruxelles pour capitale et Madame von der Leyen comme présidente de l'Union européenne, sauf qui peut. J'aborderai particulièrement le projet de suppression du vote à l'unanimité au Conseil pour le remplacer dans tous les domaines par un vote à la majorité qualifiée. Prenons bien la mesure de cette folie qui est une attaque sans précédent contre la souveraineté de nos nations et qui leur retirait de fait leur droit de veto. Avec votre projet demain, plus de droit de veto pour la France sur les affaires étrangères ou sur le déploiement d'une future armée européenne et donc de militaires français dans des conflits qui ne seraient pas les nôtres. Plus de droit de veto pour la France sur la création d'un impôt européen. Plus de droit de veto sur l'élargissement sans fin aux pays de l'Est de l'Europe. Plus de droit de veto non plus de la France sur les harmonisations sociales et fiscales. Plus de droit de veto sur toutes les compétences que confisquent année après année en se nourrissant de toutes les crises les technocrates de Bruxelles. Monsieur le ministre, est-ce que votre gouvernement et vos députés trahiront une fois de plus les Français au sujet de la construction européenne et de la souveraineté de la France? Allez-vous encourager la fin de la règle de l'unanimité et donc diluer et affaiblir la voix de la France en Europe? Allez-vous, par ce choix, monsieur le ministre, accepter que la France se fasse imposer les décisions des autres qui seront parfois contraires à nos propres intérêts? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Peut-être quelques mots, Monsieur le député, pour remettre ce débat en perspective, ainsi que le vote de cette résolution du Parlement européen. De quoi parlons-nous? Suite à la conférence sur l'avenir de l'Europe, les institutions de l'Union européenne ont commencé à réfléchir à l'avenir de l'Union européenne. Et ce que vous avez voulu mettre en valeur, c'est la contribution du Parlement à ces débats qui abordent un certain nombre de sujets, et notamment celui de la majorité qualifiée. Ça n'est évidemment pas le résultat du travail des États membres, et en particulier celui de la France, puisqu'il y a un travail qui est mené en parallèle de celui du Parlement, par le Conseil qui adoptera au début de l'été une feuille de route sur les réformes de l'Union européenne. Mais ces réformes, elles ne se limitent pas du tout à la question de la majorité qualifiée. La France a à plusieurs reprises exprimé que ces réformes, c'est d'abord les choix de politique, ce sont ensuite les questions budgétaires et de ressources, et c'est ensuite, une fois que les objectifs sont fixés, que viennent les questions de gouvernance qu'il faudra peut-être traiter, éventuellement, le moment venu, par une réforme des traités. Maintenant, sur la question que vous soulevez, qui est celle de la majorité qualifiée, et dont je redis que nous sommes ouverts à en discuter dès lors que nous nous serons accordés sur la question des politiques de l'Union européenne, sur les ressources pour les financer. Il va de soi que dans certains domaines limités, une ouverture de la majorité qualifiée pourrait être bienvenue. Il y en a d'autres, en revanche, sur lesquels la France s'opposera à ce que la majorité qualifiée devienne la règle en vigueur. Je pense en particulier aux questions de l'élargissement, ou je pense en particulier aux politiques de sécurité et de défense qui doivent relever de l'unanimité. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Thibault François. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le 22 novembre dernier, l'Union européenne a passé un nouveau cap dans le fédéralisme lors du vote sur la résolution sur la révision des traités. Ce texte qui révèle les perspectives ultra-fédéralistes que le gouvernement souhaite, une nouvelle union qui met fin à l'unanimité au Conseil et élargit ses domaines de compétences dans des domaines souverains. Parmi ces domaines, il y a la politique d'immigration que votre majorité a soutenue, une harmonisation qui veut imposer le traitement et la gestion forcée des migrations au niveau européen.
Des contours flous qui veulent organiser purement et simplement la submersion migratoire de notre pays contre l'avis des Français et en ignorant l'avis des parlements nationaux. Peu de temps après l'adoption de la loi sur l'immigration par notre Parlement, Bruxelles, avec votre complicité, veut faire adopter le pacte sur la migration et l'asile. Vous souhaitez abandonner la compétence de la gestion migratoire à Ursula von der Leyen, imposer des procédures uniformisées au sein des États membres et, plus gravement, une amende de 20 000 € par demandeur d'asile refusé. Une politique que vous semblez déjà mettre en œuvre dans nos communes, comme à Orléans, où le maire dénonce le déplacement sans concertation de 500 migrants depuis Paris jusqu'à sa commune, une gestion et une répartition désastreuse dont personne ne veut. Selon les données de l'agence Frontex, l'immigration en Europe est en hausse de 17% de clandestins par rapport à 2022, soit le niveau le plus élevé constaté depuis 7 ans. Cette situation est incontrôlable avec cette résolution qui suggère davantage la submersion plutôt que le contrôle. Allez-vous vraiment vider de leur jeunesse tous les pays tiers de l'Union européenne pour les répartir dans nos campagnes? De plus, rappelons que l'immigration a un coût. Le déficit public pour 2023 atteint 5,5% du PIB, alors que le coût de l'immigration s'élève à 1,6% du PIB selon les estimations du CEPI. Voilà une source d'économie pour Bruno Le Maire. Alors, Monsieur le Ministre, avez-vous estimé le coût de cette politique et jusqu'à quand allez-vous organiser la submersion migratoire de notre pays? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, il y a une dizaine d'années, tout le monde s'accordait pour dire que la situation sur le front migratoire était totalement insatisfaisante. Pourquoi? Eh bien parce que les demandeurs d'asile ou les migrants arrivés par les pays de première entrée, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, et puis ensuite les migrations secondaires les amenaient dans d'autres pays européens, et cela créait entre les États membres de l'Union européenne de très fortes crispations. C'est la raison pour laquelle, dans son discours de la Sorbonne en 2017, le président de la République a décidé vouloir se prendre à bras-le-corps ce sujet, et qu'en 2019, nos parlementaires français élus notamment ont décidé de mettre cet ouvrage sur le métier. Et il y a quelques semaines, après 5 ans de travail, a été adopté ce pacte pour les migrations et l'asile, qui règle 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est justement cette question de la solidarité entre les pays de première entrée et les pays de migration secondaire, en faisant en sorte, sans forcer personne, que lorsqu'un pays ne souhaite pas accueillir, d'abord que tous les pays participent à l'effort d'accueil des demandeurs d'asile et que ceux qui ne le souhaitent pas puissent participer financièrement à l'accord. Mais la deuxième chose qu'accomplit ce pacte pour les migrations et l'asile et qui est fondamentale, c'est qu'il rend effectifs les frontières extérieures de l'Union européenne. Comment? Eh bien, en refondant les systèmes d'information, les systèmes informatiques de l'Union européenne, de manière à pouvoir enregistrer, filtrer et suivre les demandeurs d'asile, non seulement lors de leur entrée sur le territoire de l'Union européenne, mais ensuite tout au long de leur migration secondaire. Par ailleurs, dans certains cas précis, et notamment celui des demandeurs d'asile issus de pays dits sûrs, pour lesquels la protection internationale des pays de l'Union européenne n'est que rarement accordée, la demande d'asile se fera à la frontière, c'est-à-dire sans franchissement de la frontière par le demandeur d'asile. C'est donc un pacte qui est très protecteur, qui va permettre de résoudre ces problèmes qui avaient été bien identifiés il y a 10 ans. Je regrette que vous ne l'ayez pas voté. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Alexandre Loubet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre chargé de l'Europe, avec la Commission de Bruxelles, votre gouvernement défend l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans, à l'Ukraine ou encore à la Turquie. Les Français soutenaient l'idée d'une Europe des nations à quelques États. Aujourd'hui, vous leur infligez une Europe technocratique à 27 membres. Demain, vous leur imposerez un État central européen à 35 pays. Pays qui seront devenus de véritables régions administratives. Monsieur le ministre, ces élargissements successifs sont contraires aux intérêts de la France. En effet, ces élargissements affaiblissent la voix et l'influence de notre pays au sein de l'Union européenne. Plus il y aura d'États membres, plus la France sera isolée. Ces élargissements menacent notre souveraineté. Les difficultés à trouver des accords à 35 États peuvent servir de prétexte, comme l'a dit mon collègue Kevin Pfeffer, pour mettre fin au droit de veto de la France. Ces élargissements entraînent un nivellement social par le bas. Vous exposez l'industrie et l'agriculture française à une concurrence déloyale sauvage, avec des normes inférieures d'une part, mais aussi une main-d'œuvre dont les revenus minimums varient selon les pays entre 0 et 500 € mensuels. Ces élargissements menacent la sécurité des Français. Les Balkans sont la plaque tournante des trafics d'armes en Europe et la Turquie
alimentera la submersion migratoire. Enfin, ces élargissements coûtent cher aux Français. Ce sont nos impôts qui financent le développement de ces pays dont certains sont d'ailleurs parmi les plus corrompus du continent européen. N'oublions pas que chaque année, d'ailleurs, les Français versent 8 à 10 milliards d'euros de plus qu'ils ne reçoivent de l'Union européenne. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Aurez-vous le courage d'organiser un référendum avant tout nouvel élargissement de l'Union européenne, ou allez-vous continuer ce passage en force qui trahirait une nouvelle fois les intérêts de la France et la vie du peuple français? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, je vais vous répondre en deux temps. D'abord pour vous dire pourquoi nous pensons que l'élargissement est dans l'intérêt de la France et de l'Europe, et dans un deuxième temps pourquoi cet élargissement ne peut se faire qu'à certaines conditions. Pourquoi est-ce que cet élargissement aux pays des Balkans occidentaux est dans l'intérêt de la France et de l'Europe? Eh bien parce que nous préférons exporter notre modèle de stabilité, de démocratie et d'état de droit plutôt que d'importer l'instabilité qui inévitablement viendrait s'inviter dans le continent européen au travers de la situation de ces pays s'ils restaient à l'extérieur de l'Union européenne et soumis à un certain nombre d'influences. Je pense évidemment à celle de la Russie ou de la Chine. Et d'ailleurs, il s'agit là, avec les pays des Balkans occidentaux, de compléter l'Union européenne, puisque si vous avez en tête la carte de l'Europe, il y a bien là un îlot qui, pour l'instant, n'est pas encore arrivé à atteindre nos standards et qui est sur le chemin pour y parvenir. Mais cela ne peut se faire qu'à certaines conditions. La première de ces conditions, qui a été rappelée par le président de la République lors du dernier Conseil européen s'agissant de la Bosnie, c'est ce que l'on appelle de respecter la logique des mérites propres. Il s'agit pour ces pays de faire évoluer ce qu'ils ont de plus intime, c'est-à-dire leur constitution, leur système judiciaire, de manière à se conformer à nos principes fondamentaux dans l'Union européenne. La première de ces conditions, c'est donc que ces élargissements suivent un principe de mérite propre, c'est-à-dire l'atteinte, palier par palier, des standards qui sont les nôtres, à commencer par ceux de l'état de droit. Et la deuxième des conditions que le président de la République a rappelé à chacune des occasions, c'est que le processus d'élargissement doit être parallèle au processus de réforme de l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne puisse être prête à la fois à affronter les grands défis qui sont devant nous, mais aussi à ce que cet élargissement ne se fasse pas au détriment de certains secteurs ou de certains pans de la société européenne. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jocelyn de Signy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. La résolution visée d'une révision du traité de Lisbonne n'a pas de valeur contraignante et a été adopté à une courte majorité. Toutefois, ce texte révèle la pensée profonde qui anime l'Union européenne et son objectif de faire disparaître les souverainetés nationales au profit d'un État européen fédéraliste. Pour rappel, l'Union européenne n'est pas un État. Elle ne fonctionne plus et se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit disparaître et laisser place au retour du concert des nations européennes, soit évoluer à marche forcée vers un État fédéral. Les électeurs français nous feront part de leur volonté à ce sujet le 9 juin prochain. Sur la question des compétences, la résolution visée suggère d'établir des compétences partagées en matière de santé, de protection civile, d'industrie et d'éducation. Elle propose de développer davantage les compétences partagées de l'Union européenne dans des domaines tels que l'énergie, les affaires étrangères, la sécurité extérieure et la défense, et les infrastructures transfrontalières. Ce serait donc à l'Union européenne de décider à la place des Français dans ces matières pourtant régaliennes, qui relèvent par nature de la souveraineté de la France. Cette dernière, par définition, étant indivisible, elle ne peut et ne doit être ni partagée, ni divisée, ni même transférée. La délégation Rassemblement national au Parlement européen avait proposé un amendement pour que toute révision des traités soit soumise à un référendum dans chaque État membre. Malheureusement, cet amendement en faveur du peuple n'a pas été adopté. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie et du redressement productif, a rappelé 2 points importants et je vais les citer. La France doit mettre fin unilatéralement à l'arène au nom de l'urgence et de la souveraineté nationale. Et le deuxième point, tous les traités européens comportent
une clause de souveraineté nationale. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le gouvernement met la France au service des intérêts de l'Europe et non l'inverse, comme il devrait pourtant le faire et comme le font nos voisins? Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, donc je rappelle que nous sommes en train de débattre d'une résolution du Parlement européen qui ne traduit pas les priorités ni les orientations qui sont celles du gouvernement français au moment où nous réfléchissons et débattons avec les gouvernements des pays partenaires de l'Union européenne de l'avenir de l'Union. Il y a par exemple, sur la question des compétences partagées, certaines réserves que nous exprimerons le moment venu. S'agissant notamment des questions de santé, on s'aperçoit que beaucoup a été fait alors même qu'il s'agit là d'une compétence partagée. Même chose en matière de protection civile, même chose en matière d'énergie. Comme je le disais tout à l'heure en réponse à la première question de votre collègue, la méthode que nous proposons, c'est de fixer d'abord des objectifs politiques et de voir ensuite si des évolutions en matière de gouvernance s'imposent. Maintenant, sur la question de l'unanimité versus d'autres modes de décision comme la majorité qualifiée, il ne faut pas croire qu'en matière européenne, l'unanimité soit toujours le garant de la bonne expression de la souveraineté. Je vous donne un exemple. Lorsque l'Union européenne, à la quasi-unanimité, a voulu adopter un plan de soutien civil à l'Ukraine de 50 milliards d'euros, lorsque l'Union européenne a voulu adopter un train de sanctions à la quasi-unanimité, nous n'avons pas pu le faire en raison du veto brandi par l'un des États membres. Ce type de décision, même si ce n'est pas forcément la préconisation, mais vous voyez bien qu'avec la majorité qualifiée, ce type de décision pourrait être prise plus rapidement. Et donc, il ne faut pas penser que la logique de l'unanimité vous garantit les conditions d'exercice de la souveraineté systématiquement. Il y a des domaines où un mode de décision différent peut vous permettre d'exprimer plus favorablement la souveraineté de la France. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Hervé de Lépinau. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors j'espère, Monsieur le Ministre, que vous répondrez à la question, une fois n'est pas coutume. Cette résolution est encore un bel exercice de ce qu'Orwell appelait la double pensée, prémisse du en même temps. Au nom de la démocratie, on voudrait diluer la souveraineté du peuple en abolissant son droit de veto au Conseil de l'Union européenne. Au nom de l'unité, fracturer le peuple en reconnaissant des législations régionales. Au nom de l'état de droit, mettre sa justice et son parlement sous tutelle. Au nom de la sécurité collective, lui retirer la pleine disposition de ses armées. Sur des abandons aussi graves de souveraineté, la moindre des choses serait que les Français soient consultés et que, contrairement aux suites du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, leur vote soit respecté. Un amendement de notre groupe en ce sens a malheureusement été rejeté par toutes les autres délégations françaises au Parlement européen, dont la vôtre, Monsieur le Ministre. Rappelons que le peuple français, depuis plus de 1000 ans, n'a pas attendu l'Union européenne pour asseoir sa prospérité sur son travail, son génie et sa science, se lier d'amitié avec d'autres nations, appliquer une justice équilibrée et défendre sa souveraineté grâce à ses armées. À l'heure où ces armées manquent de matériel et peinent à se financer, malgré une loi de programmation militaire dont les macronistes faisaient pourtant grand cas, la priorité n'est pas de les placer sous commandement européen. Le gouvernement de la France a le devoir impérieux de défendre l'héritage des Français, pas de l'abandonner à la technocratie bruxelloise. Si ce gouvernement refuse d'assumer cette charge, il doit laisser le peuple décider de son destin. Monsieur le ministre, au cas où cette triste résolution devait avoir quelques suites, comptez-vous garantir un référendum sur chaque modification des traités? Et en particulier, comptez-vous, sans consulter les Français, impliquer l'Union européenne dans la direction de leurs armées? Je vous remercie pour vos réponses précises. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Pour répondre à votre question, nous n'en sommes pas là. Si réforme des traités il devait y avoir, évidemment qu'une telle réforme serait ratifiée, ou en tout cas proposée à la ratification dans tous les États membres de l'Union européenne, comme d'habitude. Ensuite, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'expression de la souveraineté française et sa manifestation au travers de la souveraineté européenne. Regardez par exemple l'euro. L'euro a servi, vous parliez du labeur et de l'héritage des Français. L'euro contribue chaque jour à le protéger. Imaginez un monde, imaginez le monde dans lequel nous vivons, où nous ne serions pas protégés par l'euro, où les économies des Français, le pouvoir d'achat des Français ne serait pas protégé par l'euro.
ce serait l'effondrement économique et la ruine des épargnants. Il y a donc bien en Europe une forme de protection de la souveraineté française au travers d'instruments chaque fois que c'est nécessaire et dans le respect du principe de subsidiarité. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Alexandre Sabatou. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France, anticipant la fin de l'ère du charbon, a poussé les investissements dans la houille blanche et le nucléaire pour s'affranchir du pétrole et garantir notre souveraineté. Aujourd'hui, nous examinons cette résolution qui vise à permettre aux instances européennes de décider de la politique énergétique des États. Nous connaissons malheureusement les recommandations de l'UE sur l'énergie. Elles sont inspirées des idées du bloc écologiste et de ses différents partis qui mettent en avant leurs convictions au détriment de la science. Ils nous proposent de limiter le nucléaire, de développer à outrance les énergies intermittentes, solaires et éoliennes, et de recourir au charbon et au gaz pour compléter leur mix énergétique. Cette politique ne ferait qu'aggraver notre dépendance auprès de l'étranger et augmenterait considérablement les émissions de CO2 de notre continent. Il est hors de question de laisser les idéologues verts décider à Bruxelles et Strasbourg comment jeter notre pays dans la précarité énergétique, nous promettant un avenir sous le sceau de la décroissance. La France ne peut pas développer une industrie compétitive en s'appuyant sur une énergie peu efficace et intermittente. Elle a besoin de disposer de ressources fiables, stables et surtout indépendantes de fournisseurs étrangers. Nous ne pouvons pas abandonner notre politique énergétique à Bruxelles, surtout si vous voulez, comme nous, réindustrialiser le pays. Nous assumons de faire le choix du nucléaire qui nous place dans une position d'indépendance. En plus d'assurer notre souveraineté énergétique, l'énergie atomique nous permet de faire partie des pays les plus verts et vertueux d'Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dépouiller les États de cette prérogative du choix souverain de leur politique énergétique ne concourt pas à rendre l'Europe et ses nations plus fortes, mais à construire un État fédéral qui ne dit pas son nom. La politique à mener en la matière doit rester du domaine des États, car elle fait partie intrinsèquement de la souveraineté de ces derniers. Le fédéralisme européen est une vision de l'Europe qui n'est pas celle de mon groupe. Nous pensons, comme le général de Gaulle, que l'Europe des États est LA solution. Pensez-vous que ce soit au président de l'Union européenne de décider de la vie ou de la mort du nucléaire français? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, la France est très attachée à ce que les États membres de l'Union européenne puissent choisir leur mix énergétique en respectant les objectifs que nous nous sommes collectivement donnés d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors c'est vrai, tout le monde n'est pas aussi convaincu que les Français de la pertinence et de l'intérêt du nucléaire. C'est la raison pour laquelle le président de la République, le gouvernement, Agnès Pannier-Runacher et désormais Roland Lescure animent un collectif de presque 15 États membres de l'Union européenne, l'Alliance du nucléaire, qui pèse dans les discussions européennes pour faire en sorte que la neutralité, le principe de neutralité technologique soit respecté, c'est-à-dire que le nucléaire prenne toute sa place. Et je crois qu'ils y ont veillé tout en conservant une ambition très forte en matière de décarbonation qui s'incarne dans un certain nombre de règlements et de directives qui ont été adoptés dans la législature qui s'achève, que vous n'avez pas toujours soutenu. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe La France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Monsieur Adrien Clouet. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous parlons ce soir d'une résolution du Parlement européen qui a été écrite exclusivement par 4 eurodéputés allemands et qui vise à réformer toutes les institutions de l'Union européenne, sauf une qui passe à travers les mailles de la discussion publique. C'est la Banque centrale européenne, cet organisme dont on sait le caractère unique au monde puisqu'il s'occupe de monnaie sans penser ni emploi ni écologie. C'est même écrit dans ses missions. Un organisme public qui ne pense qu'à la finance, il fallait l'inventer, l'Union européenne l'a fait. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette banque centrale est indépendante et donc elle est en dehors de la résolution qui nous est l'objet de la discussion ce soir. C'est-à-dire que de temps en temps, ces responsables viennent parler devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen et expliquent ce qu'ils ont déjà décidé de faire a priori sans avoir jamais aucune espèce d'ouverture par rapport à un débat qui conduirait à modifier ce qu'ils vont faire. Bref, nous sommes informés de personnes qui font de la politique malgré nous. C'est d'ailleurs pourquoi elle est présidée, cette banque centrale, par Madame Lagarde, qui a été battue aux élections à plusieurs reprises en France, mais a trouvé là-bas un mandat de 8 ans à obtenir sans jamais avoir le scrutin populaire à ce sens. Bon, cette Banque centrale européenne donc est néfaste pour les raisons évoquées. Et elle l'est parce que la politique qu'elle mène est évidemment dangereuse et c'est la conséquence de cette indépendance par rapport aux électeurs et aux électrices. Cette BCE, depuis 2 ans, a décidé seule, sans l'avis de personne, d'engager une remontée des taux directeurs, c'est-à-dire le prix auquel elle prête de l'argent aux banques commerciales qui elles-mêmes nous font des prêts.
Ce taux est passé de 0,5% en juillet 2022 à 4,5% aujourd'hui. Bilan, l'investissement est totalement brisé dans notre pays puisque là où vous empruntiez par exemple pour une entreprise 50 000 € en 2022, vous deviez rembourser 750 €. Maintenant, avec le même emprunt, vous remboursez 2 500 €. Donc la BCE a étranglé une partie de l'investissement national. Il est donc l'heure de sortir de ces traités qui nous étouffent, de ces résolutions assez vides et que vous nous expliquiez comment vous allez faire pour remettre au pas cette Banque Centrale Européenne, faire en sorte qu'elle serve l'intérêt général, qu'elle réponde à des électeurs, à des électrices, qu'elle concourt à l'emploi, à l'investissement, la bifurcation écologique et non plus qu'à la spéculation exclusive. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, il me semble me souvenir que lorsque la situation était gravissime, la Banque Centrale Européenne a pris toute sa part. Et je me souviens de M. Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, dire au marché qui était pris d'une fièvre spéculative qu'il ferait tout ce qu'il faudrait, quoi qu'il en coûte, pour veiller à ce que cette folie spéculative ne vienne pas entraîner un effondrement économique de la zone euro. Par ailleurs, lorsqu'il arrive à la Banque Centrale Européenne de relever ses taux, ce n'est pas pour se faire plaisir ou pour étrangler par sadisme ou cynisme les emprunteurs de l'Union européenne, c'est pour limiter l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Européens. C'est cela le mandat qui lui a été confié. Et si son mandat prévoit qu'elle est indépendante, c'est précisément pour que cet objectif, ou pour qu'il y ait une institution qui veille à cet objectif de limiter l'inflation et donc l'érosion du pouvoir d'achat des Européens, sans quoi, si elle n'était pas indépendante et soumise au pouvoir politique, elle serait tentée de faire différemment et de dévier de cet objectif que les législateurs lui ont fixé. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Mathias Tavel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous débattons d'une résolution votée au Parlement européen qui prétend engager la révision des traités européens. Alléluia! Il aura donc fallu 19 ans pour que, enfin, après que le vote des Français ait été foulé aux pieds, la question de la réécriture des traités soit enfin posée. Mais encore faudrait-il qu'elle le soit pour aller dans le sens des aspirations populaires et non pour un nouveau tour de vis austéritaire. Tel n'est manifestement pas le cas. Les quelques clins d'œil qui sont envoyés sur la question écologique ne changent rien aux fondations libérales de l'Union européenne. Comme souvent d'ailleurs avec les textes européens, cette résolution, l'enrobage sucré, n'est là que pour faire passer l'essentiel bien plus toxique. Au même instant que cette résolution est adoptée, l'Union européenne, avec l'appui des macronistes, de LR et du PS, impose un retour durci aux règles d'austérité qui détruisent nos services publics et notre protection sociale. Au même instant, le chantage à la dette reprend comme au plus beau de la crise grecque, alors que la Banque Centrale Européenne devrait au contraire être forcée à annuler la dette liée au Covid. Austérité, banque centrale, libre-échange, sur tous ces sujets vitaux qui martyrisent nos concitoyens et notre économie, cette résolution ne dit rien, tout est passé sous silence. Il est vrai que dans l'Europe de M. Macron et de ses amis, la démocratie est un problème. Ainsi, il y a 2 semaines, alors que le Sénat a rejeté l'accord CETA de libre-échange avec le Canada, vous vous évertuez à refuser de le transmettre à notre Assemblée pour le rejeter également. Également, votre tête de liste aux élections européennes va jusqu'à dire que si notre Assemblée le rejetait, cela ne changerait rien. Déjà qu'en 2005, vous avez fait comme si le vote des Français ne changeait rien, désormais c'est le vote du Parlement qui n'aurait plus de valeur à vos yeux. Alors, la réalité, c'est que cette résolution ne vise qu'à préparer l'élargissement, notamment à l'Ukraine, comme c'est écrit dans le point 2. Mais la question démocratique reste posée, Monsieur le Ministre. Alors, allez-vous respecter le Parlement français et soumettre sans délai la ratification du CETA à notre Assemblée? Vous engagez-vous à soumettre toute révision des traités européens à référendum? Et vous engagez-vous à soumettre à référendum toutes les... Merci, je suis désolée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez posé 3 questions, me semble-t-il. La première concerne les voies de ratification d'une éventuelle réforme des traités.
Comme vous le savez, ça peut passer par le Parlement, et je suis étonné d'entendre beaucoup de parlementaires désireux de se dessaisir de cette capacité-là, ou par référendum, et ça c'est une prérogative du président de la République. Vous avez évoqué, vous m'interrogez sur l'opportunité de convoquer un référendum sur la question de l'élargissement à l'Ukraine. Là aussi, je suis un petit peu étonné de l'entendre venant de vous. C'est à nouveau une prérogative du président de la République. Le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne a commencé puisque l'ouverture des négociations a été décidée par le Conseil européen du mois de décembre dernier. Et puis il y avait une première question sur les accords commerciaux. Sur le CETA, la réponse vous a été apportée par le ministre du Commerce extérieur sur le fait que l'Assemblée serait saisie le moment venu. Mais je veux simplement, puisque vous parlez du libre-échange, rappeler que c'est la France qui, en Union européenne, sous l'impulsion du président de la République, a fait évoluer l'approche de la Commission européenne en imposant désormais aux régions du monde avec lesquelles nous commerçons d'appliquer des principes de réciprocité et des principes de soutenabilité. C'est une victoire idéologique que nous avons emportée sur une Commission européenne qui, il est vrai, jusqu'à présent, avait une conception très libre-échangiste du commerce, alors que nous considérons qu'il faut faire levier du marché intérieur pour obtenir de la part de nos partenaires commerciaux d'avancer dans la même direction que nous, dans des objectifs de soutenabilité, de respect des normes sanitaires, etc. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Adrien Clouet. Rebonsoir, Monsieur le Ministre, pour pouvoir poursuivre un petit peu la discussion qu'on a, puisque vous nous avez dit quelques éléments qui me paraissent tout à fait étonnants, en tout cas qui relèvent du catéchisme le plus eurolibéral. D'abord, vous nous dites l'indépendance évite les pressions politiques au niveau de la Banque centrale européenne. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire que la monnaie, qui est un bien commun, doit être en dehors de pression politique, c'est-à-dire en dehors de la démocratie ? Pas du tout. La Banque centrale européenne, elle pilote le crédit, c'est-à-dire le droit des personnes à accéder à un prêt, le droit de s'endetter, le droit à l'investissement. Et vous voudriez que tout ça soit décidé de manière adémocratique dans un aéropage technocrate. On ne sait d'où et on ne sait pourquoi et on ne sait pour quelle raison. Nous ne serons pas d'accord avec ça. Vous dites, la BCE n'agit pas pour se faire plaisir. Encore heureux, mais elle agit pour faire plaisir aux créanciers et aux actionnaires privés. Je ne sais pas si c'est mieux, je pense même que c'est peut-être pire dans la politique qu'elle mène aujourd'hui. Vous nous expliquez qu'il s'agit de casser l'inflation. Alors c'est brillant parce que personne n'a réalisé que ça marchait jusqu'à présent. La remontée des taux n'a pas cassé l'inflation, elle a cassé l'investissement et la croissance, qui parfois conduit à casser l'inflation. Mais enfin, si vous voulez casser l'inflation, il y avait une solution simple, c'est le blocage des prix. Vous auriez eu et l'activité et la baisse du niveau des prix. Vous avez choisi, vous, la baisse du niveau des prix par le chômage. Nous ne l'accepterons là non plus, jamais. Quant au compte de l'État, ils en pâtissent massivement. Les créanciers ont bien compris dans le moment actuel que c'était l'heure de sonner l'halali. Ils voient que les taux remontent, je l'ai dit, de 0,5% en juillet 2022 à 4,5% aujourd'hui. Bilan, les taux d'intérêt demandés par les créanciers pour les bons du Trésor français, donc pour pouvoir acheter de la dette publique française, ont augmenté. Ça nous coûte 10 milliards d'euros par an. Et ça tombe bien, ces 10 milliards d'euros par an, c'est le prix de ce que Monsieur le maire veut prendre dans nos poches en liquidant le service public, en allant chercher des hausses d'impôts, en allant chercher des fermetures de postes, d'hôpitaux, d'écoles, etc., etc. Donc, le sujet est effectivement crucial dans le moment actuel. Monsieur le ministre, je vous redemande comment comptez-vous faire en sorte pour que la BCE soutienne l'emploi et l'écologie et puisse enfin racheter de la dette publique française et de tous les pays européens pour nous arracher, nous protéger des marchés financiers. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente et Monsieur le député, je vais vous faire la même réponse. Lorsque la situation l'imposait, la Banque centrale européenne a racheté de la dette souveraine, a fait tout ce qui était nécessaire, quoi qu'il en coûte, pour faire en sorte que la folie spéculative sur les marchés financiers ne provoque pas l'effondrement économique de la zone euro. La Banque centrale européenne, son mandat, c'est d'être la meilleure amie du pouvoir d'achat. C'est de limiter l'inflation. Et je vous rappelle que l'inflation, bien sûr qu'il n'a pas été question d'augmenter les taux de 10 points d'un seul coup pour en limiter les effets. Mais je vous rappelle qu'ici, vous avez, enfin en tout cas l'Assemblée nationale a adopté des budgets successifs qui venaient compenser les effets extrêmement lourds de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français. Je ne suis pas sûr que vous les ayez votés. Ensuite, vous me parlez de décisions technocratiques, etc. Bon, il faut saluer la tenue d'un débat aujourd'hui sur une résolution au Parlement européen, mais moi je vous invite, mesdames et messieurs les députés,
à consacrer certaines de vos questions au gouvernement aux décisions que prennent les ministres du gouvernement de la France à Bruxelles, à convoquer le ministre de l'Europe en amont du Conseil européen chaque fois qu'il se tient. Faites-le et vous verrez que tout ça n'a rien de technocratique, que c'est de la négociation qui est menée au Parlement européen et au Conseil. Et s'agissant du Conseil, je ne veux pas parler au nom du Parlement européen, c'est le gouvernement de la France qui défend les intérêts de la France pied à pied. Ça n'a rien de technocratique, c'est un processus éminemment politique auquel je vous invite à vous intéresser. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Julien Dive. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 8 novembre dernier, la Commission européenne a émis un signal clair en approuvant les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette décision, présentée comme un moment historique par la présidente de la Commission, ouvre la voie à une intégration qui, bien que porteuse de promesses de solidarité européenne, bouleverserait les équilibres économiques, notamment dans le secteur agricole français. La résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023, qui encourage la réforme des traités et instille l'idée de nouveaux élargissements, place donc l'Ukraine dans la course à l'adhésion. Avec ses 33 millions d'hectares de terres cultivables, surpassant de loin la surface agricole française, l'Ukraine se positionne comme une puissance agricole majeure. Son potentiel productif, soutenu par une croissance annuelle de la productivité et des sols fertiles, laisse présager qu'elle deviendra le principal producteur mondial de grains dans un avenir proche. Cette ascension agricole ne se fera pas sans conséquences pour les agriculteurs français. En effet, l'Ukraine, en quête de modernisation et d'aide, drainerait une part significative des fonds de la politique agricole commune. La France, première bénéficiaire de la PAC avec 9 milliards d'euros d'aide par an, répartis entre 400 000 bénéficiaires, serait directement impactée par l'arrivée de ce géant agricole. Cette situation, combinée à des normes environnementales moins strictes, mettrait irrémédiablement en péril la compétitivité des agriculteurs français. Dans un contexte où la Russie utilise le blé comme une arme alimentaire, une intégration de l'Ukraine dans l'UE est perçue comme une stratégie de paix européenne. Cependant, cette intégration doit se faire de manière progressive et équilibrée, sans sacrifier les intérêts des agriculteurs français. Or, comment comptez-vous anticiper les répercussions de cette adhésion sur les agriculteurs nationaux, tout en favorisant la solidarité européenne ? À qui profitera véritablement l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne si elle avait lieu? Nous devons veiller à ce que nos agriculteurs français ne soient pas, une fois de plus, les sacrifiés de cette avancée européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je dois bien confesser que je suis tout à fait d'accord avec vous. L'élargissement à l'Ukraine est de l'intérêt de la France et de l'Europe, puisque, vous l'avez dit, s'agissant d'un grenier à blé, il est évidemment, à terme, dans l'intérêt de l'Union européenne d'exporter son modèle de stabilité politique plutôt que de laisser l'Ukraine sous influence et notamment sous le contrôle éventuel de son grand voisin qu'est la Russie. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas accepter que les élargissements viennent déstabiliser des filières entières et en particulier les filières agricoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture, le président de la République ont négocié de manière, je dirais, très détaillée le renouvellement des mesures autonomes commerciales pour l'Ukraine, de manière à veiller à trouver un équilibre entre la solidarité que nous devons aux Ukrainiens et la préservation de nos filières et des filières agricoles. Le lien entre la question que vous posez et la résolution du Parlement européen, c'est celui de la majorité qualifiée. Nous ne sommes pas favorables à une extension de la majorité qualifiée au processus d'adhésion, dont je rappelle qu'il s'agit d'un processus très long, qu'il ne concerne pas uniquement le rattrapage économique et social des pays concernés, mais qu'il touche, je le disais tout à l'heure, à ce que les peuples ont de plus intime, c'est-à-dire leur constitution, leur système judiciaire, l'organisation de la liberté de la presse, etc. Et c'est donc sur un long chemin d'au moins une dizaine d'années que l'Ukraine est engagée. L'objectif étant qu'au moment où elle entre de plain-pied dans l'Union européenne, elle ne constitue pas, notamment pour les filières agricoles, une menace. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Pierre-Henri Dumont pour une première question. Bah oui, c'est ce que je fais. Bien, Monsieur le Ministre, le 22 novembre dernier, le Parlement européen réuni à Strasbourg a adopté une résolution tendant à la révision des traités.
Dans cette résolution, le Parlement européen propose de fixer la taille de l'exécutif à 15 membres maximum, selon un système de rotation strictement égal entre ressortissants des États membres. Concrètement, cela signifierait que demain, si les préconisations de cette résolution étaient suivies, la Commission européenne ne serait plus composée d'un représentant par État, mais de 15 commissaires tournants sans distinction du poids des pays. Nous pourrions ainsi avoir une Commission européenne sans commissaire français, allemand, espagnol, italien ou polonais, mais avec des commissaires maltais, chypriotes, luxembourgeois ou estoniens. Une Commission européenne où les 7 pays les plus peuplés, représentant plus de la moitié de la population européenne, ne seraient pas représentés, privant de légitimité démographique et démocratique l'Union européenne qui souffre déjà grandement d'un manque de confiance de la part de nos concitoyens. Cette situation sera amplifiée si votre projet d'adhésion rapide des pays des Balkans occidentaux, de l'Ukraine et de la Moldavie se concrétise. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Est-ce que le gouvernement auquel vous appartenez est prêt, afin de faire de la place à de nouveaux États membres, à renoncer à un poste de commissaire européen de plein exercice, je précise de plein exercice, pour la France lors d'une prochaine révision des traités? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Je remets une nouvelle fois ce débat dans son contexte. Il s'agit là d'une résolution du Parlement européen qui évoque l'évolution de la gouvernance de l'Union européenne, qui est une des dimensions de la réforme ou des réformes de l'Union européenne qui sont devant nous. La France a exprimé très clairement à ses partenaires qu'il convenait d'engager ce travail de réflexion sur les réformes au niveau du Conseil, c'est-à-dire des gouvernements des 27 États membres de l'Union européenne, mais que ce travail de réforme devait passer d'abord par une première étape qui est celui de la définition des objectifs politiques de l'Union européenne, quelles sont les compétences, quelles sont les politiques que nous venons mener, que la deuxième question posée soit celle des ressources et du budget qui seront consacrés à ces politiques, et qu'enfin seulement se pose la question de la gouvernance, qui inclut les sujets de majorité qualifiée, qui inclut les sujets de représentativité des États membres. Il est évident que bien que la Commission européenne ne soit pas je dirais une collection de représentants des États membres, puisque la mission de la Commission européenne, c'est de s'attacher entièrement à l'intérêt communautaire. Il est important, il l'a toujours été, pour la France d'être représentée dans ce collège. Et donc, puisque nous avons des élections européennes à un renouvellement qui arrive tout prochainement, nous y veillerons attentivement, soyez rassurés. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Pierre-Henri Dumont pour votre seconde question. Bien, Monsieur le Ministre, dans sa résolution adoptée le 22 novembre dernier à Strasbourg, le Parlement européen propose de développer davantage les compétences partagées de l'Union dans certains domaines, en particulier dans ceux des affaires étrangères, de la sécurité extérieure et de la défense. S'il y aurait beaucoup à dire sur cette demande, tant les intérêts des États membres en la matière peuvent être divergents, tant les États membres sont incapables de s'accorder sur des choses aussi élémentaires que de se fournir chez des industriels européens dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, je ne m'attarderai que sur un seul sujet, la politique étrangère et de sécurité commune, dans le cadre d'un potentiel élargissement de l'Union aux pays des Balkans occidentaux, élargissement que le gouvernement auquel vous appartenez soutient. Ainsi, si la plupart des pays des Balkans occidentaux s'alignent progressivement sur la PESC suite à l'invasion russe en Ukraine, force est de constater que la Serbie est loin d'en prendre le chemin, refusant d'appliquer les mêmes sanctions que les pays européens à l'encontre de la Russie. Par ailleurs, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, sous influence de Belgrade, vient de menacer par l'adoption de sa propre loi électorale l'unité du pays. Aussi, ma question sera double. 1. La France fait-elle d'un alignement de la Serbie sur la PESC un préalable à toute avancée dans le processus d'adhésion et a fortiori à l'adhésion elle-même pour ce pays? 2. Si ce préalable de l'alignement de la Serbie sur la PESC est posé pour tout élargissement aux Balkans occidentaux, la France est-elle prête à n'intégrer que certains pays de la région, à l'exception donc de la Serbie, voire de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire sans 60% de la population de la région et sans son principal poumon économique? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre.
Merci Madame la Présidente et Monsieur le député, je vous remercie d'avoir rappelé que cette résolution a été votée à Strasbourg, siège du Parlement européen. Pour vos deux questions, la réponse est oui, la France, comme d'autres États membres de l'Union européenne, est très attachée à ce que ce processus d'adhésion reste un processus fondé sur ce qu'on appelle les mérites propres, c'est-à-dire l'atteinte par les États candidats de tous les paliers nécessaires à la pleine convergence de ce qui est l'essentiel, notamment, c'est-à-dire l'état de droit et puis la politique extérieure et de sécurité commune. Et donc, si un État candidat, un pays candidat n'atteint pas ces paliers, eh bien, le processus d'adhésion ne peut pas continuer. Voilà, pour répondre à votre question. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe de démocrates modernes et indépendants, Madame Sabine Thillaye. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis la dernière réforme des traités de l'Union européenne entrée en vigueur en 2009 avec les traités de Lisbonne, le monde a radicalement changé. Que sera l'Union européenne de demain ? Quel rôle y jouera la France? Nous sommes actuellement insuffisamment préparés pour le monde plus brutal dans lequel nous sommes entrés. Et c'est dans cette logique que se sont inscrits les débats sur l'avenir de l'Europe menés par les citoyens européens, ce qu'on oublie souvent. Et à la clé, après un an de travail, 49 propositions détaillées en 326 mesures. Pour en mettre en œuvre certains, le Parlement européen souhaite la révision des traités via sa résolution du 22 novembre 2023. Mais le chemin est encore long. Le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27, doit encore se prononcer sur le sujet et convoquer, s'il le décide, une révision sur le fondement de l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Si tous semblent d'accord pour donner suite aux propositions des citoyens, les positions sur une révision des traités restent plus nuancées. Parmi les propositions, la résolution propose de réviser les articles 42 et 46 pour que la passation conjointe de marché et de développement de l'armement soit financée par l'Union via un budget spécifique adapté aux moyens de la procédure de codécision et soumis au contrôle du Parlement européen. Actuellement, le marché européen de la défense souffre d'une fragmentation importante avec de nombreux marchés passés à l'étranger alors que nous avons les compétences industrielles chez nous. Plusieurs questions. D'une manière générale, est-ce que la France se prononce pour ou contre la révision des traités? Est-ce qu'elle sera d'accord pour donner davantage de compétences partagées en matière de sécurité extérieure et de défense? Et en particulier, la France serait-elle prête à soutenir la proposition de révision sur la passation conjointe des marchés et de développement de l'armement? Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous remercie pour cette question et je salue le travail que vous avez réalisé sur les questions de défense européenne, à la fois dans la commission de cette Assemblée, mais aussi au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande que vous avez contribué à fonder. Pour répondre à votre question, nous n'excluons pas de réforme des traités à l'avenir. Mais comme l'a rappelé le président de la République à plusieurs reprises, nous l'envisageons qu'après avoir, dans un premier temps, établi nos priorités politiques pour l'Union européenne et dans un deuxième temps, avoir défini les ressources et les budgets qui doivent leur être accordés. Parmi ces politiques, il y a évidemment la poursuite de la construction d'une Europe de la défense tournée vers ses capacités industrielles de défense. Des progrès assez considérables ont été réalisés ces dernières semaines sous impulsion française avec d'une part l'un des compartiments de la Facilité européenne de paix qui touche aux achats conjoints et qui les réserve, ou en tout cas qui réserve leur remboursement à des achats réalisés au sein de la base industrielle et technologique de défense européenne. Et puis, le 5 mars dernier, dans la communication de la Commission européenne sur l'avenir de l'industrie européenne de défense, eh bien, une place importante réservée à cette base industrielle et technologique de défense européenne dont nous avons besoin qu'elle grandisse parce que la crédibilité de l'Europe lorsqu'elle soutient l'Ukraine dépend de la crédibilité
solidité de cette base industrielle et technologique. S'il devait à l'avenir y avoir des évolutions de la gouvernance qui facilitent ces programmes d'achat conjoints, cela irait dans le même sens et j'imagine que nous pourrions y être favorables, mais à condition, bien évidemment, comme je le disais, que les objectifs politiques soient posés au préalable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Emmanuel Mandon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Chers collègues, le Parlement européen demande, dans le cadre de sa résolution globale du 22 novembre 2023, une refonte des équilibres institutionnels et des compétences de l'Union européenne. C'est ainsi qu'il souhaite logiquement l'inversion des rôles du Conseil et du Parlement dans la nomination et la confirmation du président de la Commission ainsi que le droit d'initiative législative. Par ailleurs, le Parlement européen préconise une révision de la définition des compétences de l'Union. Il demande l'extension du domaine des compétences exclusives à l'environnement, à la biodiversité et le changement climatique. Il envisage l'établissement de compétences partagées dans le domaine de la santé publique, y compris dans la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications des professions de santé. Il demande aussi le développement des compétences partagées dans les domaines essentiels tels que l'énergie, les affaires étrangères, la défense et la politique aux frontières extérieures, ainsi que les infrastructures transfrontalières. Enfin, et peut-être surtout, pour le processus d'élargissement attendu de l'Union, le champ des sanctions, de la sécurité et de la défense commune, pour lesquels il souhaite substituer à la règle de l'unanimité, celle de la majorité qualifiée. Alors, je n'ai pas le temps de développer davantage, mais ces propositions ne méritent surtout pas les présentations caricaturales que nous avons pu entendre ce soir. Non, elles pourraient s'inscrire au contraire dans une démarche réfléchie, pragmatique, cher à Robert Schuman et au père de l'Europe, autant de petits pas dans l'actualisation du projet européen. Projet, nous le savons, bien un projet qui s'inscrit dans le temps long. Monsieur le ministre, quelle est l'opinion du gouvernement sur ces diverses propositions? Lui paraissent-elles conformes à la vision cohérente de la construction européenne que la France défend? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous remercie d'avoir cité la contribution décisive des pères fondateurs de l'Europe à la civilisation européenne. Et il y avait dans cette contribution un principe essentiel auquel il nous faut constamment veiller, qui est celui de subsidiarité, qui consiste à dire que le pouvoir doit être réparti et qui doit être installé là où il est exercé avec le plus d'efficacité, le plus de justice. Et c'est vrai pour la décentralisation de certaines compétences exercées au niveau national, et c'est vrai de la même manière de leur transfert lorsque c'est utile, pertinent, nécessaire au niveau européen. S'agissant de la résolution du Parlement européen dont nous discutons aujourd'hui, il est naturel pour le Parlement européen de vouloir étendre un certain nombre de ses compétences. Et il est naturel qu'il puisse, au moment où nous allons engager une réflexion sur l'avenir de l'Union européenne et de sa réforme, qu'il puisse faire entendre sa voix. Ceci étant dit, il faut se pencher sur les quelques années que nous venons de traverser pour voir qu'à compétences inchangées, nous sommes parvenus à construire une Europe des vaccins qui a permis aux Européens d'être parmi les premiers à bénéficier de la vaccination contre le Covid dans le monde. Nous sommes parvenus, poussés par la guerre d'agression russe en Ukraine, à réveiller notre base industrielle et technologique de défense et à engager à compétences constantes un certain nombre d'évolutions qui, il y a quelques années encore, paraissaient inconcevables. Ce qui doit nous amener à bien prioriser le travail, à réfléchir ce que nous voulons confier à l'Union européenne pour atteindre des objectifs politiques dans un premier temps, pour qu'ensuite, après avoir traité de la question des ressources et du budget, nous puissions éventuellement nous poser la question de la gouvernance qui est soulevée par cette résolution. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Madame Félicie Gérard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre,
Nous discutons aujourd'hui des conséquences pour la France de la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités. Cette résolution propose une série de réformes de l'Union européenne dans de nombreux secteurs, la politique étrangère et de sécurité commune, le commerce, l'énergie, la santé, la migration, le marché unique, mais aussi des réformes concernant les institutions elles-mêmes et les compétences de l'Union européenne. Cette résolution du Parlement européen est la manifestation d'une position politique de l'institution. Elle donne des pistes de réforme inspirées des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, conférence qui s'est clôturée en 2022. Cette conférence a invité les citoyens européens à se prononcer sur les réformes de l'Union européenne. Un peu de démocratie participative à l'échelle de nos institutions régionales est une initiative qu'il convient de saluer, particulièrement quand, à l'approche des élections européennes, nos concitoyens expriment leur incompréhension et leurs doutes face justement au fonctionnement de l'Europe. Concernant les réformes internes de l'Union européenne, à ce jour, le Conseil européen n'a pas acté de décision. Les conséquences pour la France et les États membres sont donc suspendues à la décision du Conseil européen. Les réformes proposées par cette résolution concernent de nombreux secteurs d'activité dont le commerce. Des impacts sont donc à prévoir sur les consommateurs, c'est-à-dire nos concitoyens, mais aussi sur nos entreprises. Ces impacts ne sont donc évidemment pas à prendre à la légère. Enfin, par la voix de leurs représentants, les États membres auront le dernier mot sur la fixation des termes d'une révision des traités. Monsieur le ministre, mes questions sont donc les suivantes. Quelle est la position de la France sur une telle révision et dans les prochains accords internationaux? Dans quelle mesure cette nouvelle initiative de l'Union européenne permettra à notre pays de poursuivre ses objectifs en matière de protection des consommateurs et des intérêts de nos entreprises? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée, vous avez rappelé une chose très importante, c'est que le Parlement européen, avec cette résolution, a mis sur la table un certain nombre de propositions, mais qu'une révision des traités éventuelle supposerait au préalable l'unanimité des États membres et puis a posteriori une ratification dans l'ensemble des États membres. C'est dire à quel point ce processus permettra à chaque pays de l'Union européenne de se faire entendre et à ceux qui le souhaiteraient éventuellement ou qui sentiraient leurs intérêts nationaux menacés de brandir le risque d'un veto éventuel. Cette révision des traités n'est pour nous ni un totem ni un tabou. Nous sommes prêts à l'envisager, mais à condition, au préalable, que les objectifs politiques que nous voulons confier à l'Union européenne soient bien précisés. Et vous avez cité la protection des entreprises, la protection des consommateurs. Je crois pour ma part que l'échelon européen est le plus pertinent pour atteindre ces objectifs. Protection des consommateurs parce que les biens circulant au travers de l'Union européenne, la libre circulation des biens, il n'est pas tout à fait concevable qu'on ne puisse pas se doter de règles communes en Europe. Et les citoyens européens savent bien, avec le marquage CE qu'ils retrouvent sur un certain nombre de produits, ou avec les nouvelles règles qui s'imposent désormais dans le monde numérique, que l'Union européenne contribue justement à les protéger contre les risques qui émergent dans l'histoire en fonction de l'apparition de tel ou tel secteur. Et quant aux entreprises, eh bien, avec le plan de relance, par exemple, qui a été financé pour partie par l'Union européenne, elles savent aussi que dans les temps de tempête et d'orage, elles peuvent compter sur cette puissance, cette capacité qu'a l'Union européenne de soutenir ces entreprises, tout en les protégeant aussi de la concurrence déloyale des concurrents venant d'autres pays, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous avons désormais une approche beaucoup plus stratégique des accords commerciaux. Merci, Monsieur le Ministre. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite des questions sur le thème « Conséquences pour la France de la résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur les projets du Parlement européen tendant à la révision des traités » et questions sur le thème « L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ». La séance est levée.